Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vous voir concernant le chapitre 89 donc de Yuki Holder. Donc le chapitre commence en beauté, une page d'encyclopédie qui étudie Kyrie et ses compagnies pour comprendre à quel genre d'ennemis ils ont affaire. Le gardien de la tour est donc un esprit de foudre de haut niveau, nommé Ruin Nishkur, et Tota comprend alors qu'il ne sera pas simple de se défaire de cet ennemi, et qu'il est d'ailleurs le boss de ce test, une sorte d'épreuve finale, comme je vous l'avais déjà dit dans les spoils. Kyrie précise donc qu'il n'existe que 3 témoignages à son sujet dans les 200 dernières années, car apparemment tous ceux ayant tenté leur chance contre lui se seraient fait tuer. Ruin Ishkur est donc super fort, on l'aura compris. Kuromaru en rajoute même en nous disant que même les gars de l'école Shinmei ne feraient pas le poids contre lui. Et pourtant, on les connaît, entre autres Tsuruko, Motoko et Setsuna. Il est ensuite dit que Ishkur se transformerait lui-même en éclair afin de charger son adversaire de la même manière qu'un boulet de canon, qui irait à la vitesse de l'éclair. Ce qui explique donc pourquoi il est impossible pour les humains de détecter à temps sa présence, il est beaucoup trop rapide. De plus, Ishkur est capable d'utiliser de manière illimitée les magies de vent et de foudre, et ce, sans réciter aucune incantation, ce qui est un gain de temps considérable. Néanmoins, Kyrie précise qu'apparemment le grand-père de Tota, supposément Negi donc, aurait été aussi puissant. Elle ajoute que lorsque Negi activait sa magie de foudre, sa puissance était comparable à celle d'un esprit de foudre de haut niveau. D'ailleurs, si Negi est l'humain le plus fort de tout l'univers, Ishkur, lui, est le démon le plus puissant. Ensuite, Kuromaru ajoute, comme pour ne pas remonter le moral à Tota, qu'il a entendu dire que Negi et Fate étaient de forces égales. Ainsi, Tota ne peut pas vaincre Ishkur, il n'aura absolument aucune chance, ça c'est clair et net, aucune chance face à Fate. Sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, je dirais que ce n'est pas du destin. On comprend donc, si Dana a mis face à Tota cet ennemi-là, c'est pour qu'il réussisse à terme à battre Fate, parce qu'elle sait que c'est son objectif. Enfin, malgré ça, j'ai pu remarquer que pour une raison qui m'est totalement inconnue, quelques décharges électriques se dégageaient des mains de Tota. Or, en remontant le temps, même s'il avait un peu gardé en lui des particules de magie de Ishkur, pour expliquer justement ces décharges, cela aurait dû s'annuler. Donc en remontant le temps, enfin bref. Tota est donc remonté à bloc et décide finalement de tenter sa chance autant de fois que nécessaire, même si cela ne sera vraiment pas facile. Il précise ensuite qu'il ne peut pas baisser les bras maintenant, car Kitty l'attend, et ça, c'est une raison suffisante pour se battre. C'est dans un élan de « Je m'appelle Greyfulbuster » que Tota retire sa chemise et se précipite donc face à son destin. Cependant, arrivé près de la grande tour, Kyrie réalise que Ishkur les observe. Ce dernier prononce même quelques mots. Sont-ils les petits contre lesquels la sorcière, Dana donc, m'avait mis en garde? Et c'est alors que Tota lance le plan en binôme avec Kuromaru. Toujours avec le même respect, il appelle Winishkur face d'éclair, comme pour le provoquer, et ça marche en plus de ça. Tota dit ensuite à son épée, c'est à toi de jouer maintenant, joystick. Effectivement, Tota s'en sert comme un paratonnerre, ce qui a d'ailleurs le don d'agacer Joystick. Distrait par cette ruse, Ishkur ne remarque pas Tota qui se colle alors à lui, et effectivement, Kuromaru ravisait juste immédiatement après que Ishkur ait utilisé sa forme d'éclair qui charge, il y a sûrement une ouverture pour attaquer dans le laps de temps avant qu'il ne se rematérialise. Tota saisit donc cette ouverture et attaque Ishkur avec son coup le plus puissant, mais Ishkur parvient cependant à esquiver. Néanmoins, Kuromaru le prend par surprise et les deux immortels attaquent donc en même temps, même si l'esprit réplique avec son attaque 1000 flèches de foudre. Néanmoins, Ishkur reconnaît la ténacité des deux garçons. Alors que le combat pourrait nous sembler over, Tota se relève et contre-attaque, bien que ce ne soit pas suffisant. Alors que Tota semblait abandonné, il est projeté dans une sorte d'illusion où il se retrouve face à Kitty qui me semble alors plus être une projection de l'actuel Yukihime. En effet, cette dernière lui révèle que la solution pour battre Ishkur se trouve dans ses mains. On comprend donc qu'il s'agit de la Magia Rebea. D'ailleurs, sur cette case, on remarque très bien que Tota dégage encore une fois des décharges électriques. N'oublions pas que s'il est effectivement une copie de Negi, il est possible que Tota nous réserve encore bien des surprises. Mais pour le savoir, il faudra attendre le prochain chapitre. Et d'ici là, je vous pose la question. À votre avis, pourquoi Tota a-t-il des décharges électriques qui sortent de ses mains? Est-ce en référence à Negi ou tout simplement en rapport avec Ishkur, car il a absorbé sa magie d'une certaine manière? Ça pourrait être bien le cas, mais d'un autre côté, je vous renvoie quand même au fait que lorsque Kyrie remonte le temps, ça annule tout ce qui s'est passé au préalable.
Effectivement, dans ce chapitre-là, même si les gamins avaient déjà combattu Ishkur, celui-ci ne s'en rappelait pas, car lui n'a pas gardé ses souvenirs, car il n'a pas remonté le temps en tenant la main de Kyrie. Donc ça voudrait dire que Tota a quand même la possibilité de se servir de la magie, en dehors de la Magia Erebea, ou d'où nous viennent ces décharges électriques. Je vous pose donc la question. Voilà, donc en attendant, pour connaître encore ce que nous réserve Tota, nous devrons attendre donc le chapitre de la semaine prochaine, et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Salut!